Nous recevons sur ce plateau une personne qui n'est plus à présenter. Docteur Soro Doba, socio-anthropologue du développement qui traite des problèmes liés à l'eau. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bonne année à vous. Merci, Et à surtout, vous aussi, bonne année. Surtout, soyez la bienvenue Merci. sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. Ok, nous allons aborder ce jour le thème qui est les enjeux de la protection de la lagune ébriée. Pouvons-nous avoir un regard d'ensemble sur la lagune ébriée et les activités qui s'y trouvent? D'accord, merci. Moi je pense que la lagune ébriée, appelée aussi souvent la lagune Aïzi, une grande surface de près de 560 km², long de 130 km, avec une profondeur maximale dans certains points de 20 mètres, sinon une profondeur en moyenne de 4,8 mètres. Donc c'est une surface qui prend en compte qui va d'est en ouest, donc comme je l'ai dit sur 130 km, et qui est à travers laquelle on voit également différents peuples, notamment les Ébriés et le peuple Adjoukrou et plusieurs autres peuples, puisque nous sommes dans un système d'urbanisation où de nombreux peuples fréquentent donc les grandes villes qui concernent la lagune ébriée. Ces grandes villes qui sont Grand Bassam, Abidjan et également Dabou. Et donc il y a tout un ensemble de peuples. Et diverses activités également y sont développées. Du point de vue infrastructurel, vous avez 4 ponts. 4 ponts qui sont bâtis sur la lagune ébriée. Donc les 3 ponts d'Abidjan, c'est-à-dire le pont de Gaulle, Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Vous avez le pont Yassé, qui est du côté donc, de Jacquesville, de Dabou en allant à Jacquesville. Mais il y a aussi pas mal d'activités qui sont développées autour des activités socio-économiques. Des activités économiques, c'est généralement les cultures maraîchères. Il y a aussi quand même des activités touristiques qui sont développées autour. Vous avez des restaurants, des complexes hôteliers, des espaces de loisirs qui sont bâtis donc, le long donc, de la lagune ébriée. En dehors de ça, il y a d'autres activités, d'autres petites activités, notamment ce qu'on appelle généralement les fanicos et bien d'autres. Les laveuses. Voilà, les laveuses qui développent, mais qui sont quand même des activités économiques qui permettent à des personnes de pouvoir vivre ou peut-être de survivre parfois. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans l'ensemble sur la lagune ébriée. D'accord, merci pour cette précision. Donc on continue toujours dans notre sujet. Quelles sont les menaces, contre la lagune ébriée? Alors, notamment quand on parle de menaces, il faut distinguer. Il y a déjà l'impact ou les effets du changement climatique qu'on pourrait dire que c'est une menace d'ordre naturel. Mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'homme est vraiment à la base de toutes les menaces, même la menace liée au changement climatique. Mais ce qu'on voit principalement, si on veut aborder de façon concrète la question de la lagune ébriée, il y a la menace aquatique déjà. La vie aquatique est de plus en plus dégradée, on y trouve moins de poissons, pas forcément à cause du fait que les gens pêchent trop, mais c'est surtout à cause des ordures et également de tout type d'ordures, solides comme liquides, qu'on peut retrouver à l'intérieur et sous l'eau. En 2013, il y a des chercheurs de l'université Abou Adjamé, Nagui Abroua, qui ont découvert une forte quantité métallique dans les escargots qui sont aux abords de la lagune ébriée. C'est dire que la vie aquatique est vraiment menacée. Et il y a aussi l'impact de l'homme sur le cadre de vie qu'on peut quand même distinguer, parce que quand on remarque un peu les actions de l'homme, en termes de gestion des ordures ménagères, en termes de gestion des excréments et tout ça, on se rend compte que la menace est assez grande. Mais l'homme, ce qu'on doit surtout retenir, c'est que l'homme est à la base de toutes ces menaces-là. Donc l'eau n'est plus de qualité,
on ne peut plus, on faisait même du ski. Au début des années 90, on faisait du ski sur la lagune Ébrié. Ce qui s'avère maintenant impossible. Et du côté de Makori, de Koumassi, il y a ils ont essayé de remblayer. De plus en plus, les communautés remblaient la lagune pour pouvoir construire des maisons de fortune. Et donc, on est en train de rétrécir toujours les actions de l'homme. Nous sommes en train de rétrécir donc, la lagune. Et en dehors de ça, on voit, on n'a pas besoin d'être scientifique pour le voir, on voit la pollution de la lagune. Et cette pollution est due en majeure partie par les actions des riverains, ceux qui côtoient, ceux qui sont donc aux abords de la lagune, et aussi des industries et d'autres structures sanitaires qui sont autour. Voilà. Et donc voici un peu dans l'ensemble ce qu'on pourrait appeler menace contre la lagune Ébrié. D'accord. Donc si je comprends bien, l'homme est au cœur de cette menace. Absolument, absolument. L'homme est vraiment l'auteur et malheureusement aussi la victime de la menace. Tout à fait. Voilà. Ok. Y a-t-il des actions menées dans le sens de la préservation et de la conservation? Oui, absolument. Je pense que l'État depuis un certain nombre d'années, l'État y travaille. Je pense qu'en 2012-2013, il y avait même eu un vaste programme, un vaste projet financé à 90% par une ONG de dépollution de la lagune Ébrié. Et même en dehors de ça, on voit pas mal d'actions. Dernièrement, je pense qu'il y a même eu une structure qui a installé un cadre de gestion ou de traitement des déchets solides. On a vu le centre d'anti-pollution qui naît. Et ce sont là des actions qui existent, qui ont existé et qui continuent d'exister, qui sont entreprises, je pense, par l'État, à travers les structures spécialisées, mais aussi parfois des individus qui entreprennent un certain nombre d'activités, des initiatives privées de ramassage d'ordures. Donc il y a pas mal d'actions qui sont menées dans ce sens, dans le cadre de la protection de la lagune. Mais ce que je pense, c'est que ce sont des actions qui traitent plus parfois les symptômes, au lieu de traiter réellement le nœud ou l'origine du mal. C'est-à-dire la gangrène. Ou la gangrène. Tout à fait. Et c'est là que le problème se trouve. On va se retrouver toujours en train de résoudre dans une perspective de résolution ou de traitement des symptômes au fur et à mesure, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qui pose et de traiter de façon durable les causes de la pollution ou les causes de la dégradation de la lagune Ébrié. Ok, donc si je comprends bien, ces actions ont des forces et aussi des faiblesses. Absolument. Quelles sont ces forces et ces faiblesses? Alors, en termes de force, généralement quand on traite le symptôme, on résout le problème, mais on le résout de façon momentanée. On le résout de façon momentanée puisque c'est le symptôme. Tant que les germes du problème sont toujours présents, on va toujours se retrouver dans une situation assez compliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on sait, comme pour parler en terre à terre comme les Ivoiriens, ce qu'on sait qui fait que la lagune est polluée là, c'est ça on doit chercher à gérer. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sait que en jetant les ordures dans la lagune là, ça va faire qu'on n'aura plus de poissons ou bien les poissons ne seront pas mangeables. Il faut déjà commencer à traiter ça. Quand on sait également que tout ce qui est comme des eaux qui viennent d'Adjamé ou qui viennent même du plateau de la Riviera, quand tout ça, ça se déverse dans la lagune, là, ça va faire que la lagune sera polluée. Et puis quand les gens jettent les fers en bas de la lagune, ça fait qu'on ne peut plus développer d'autres activités. Les bateaux peut-être ne pourront plus circuler, on ne peut plus exercer des activités culturelles comme des courses sur l'eau. Alors il faut traiter. En d'autres termes, il faut éduquer les populations riveraines et les populations qui sont en amont, c'est-à-dire du côté de l'Est, éduquer de façon durable ces populations, et de sorte à intérioriser en ces populations-là les bonnes habitudes vis-à-vis de la lagune Ébrié. Et cela va un peu plus au-delà. Et on est toujours dans une perspective de résolution terre à terre. Quand on résout, on gagne un nom, on dit oui, les gens ont réglé le problème, mais après on se retrouve. Je pense qu'il faut vraiment une véritable éducation à l'eau et à l'assainissement. En Côte d'Ivoire, cela va au-delà même de la lagune Ébrié. Il faut une véritable éducation à l'eau et à l'assainissement. Je ne sais pas si cela est
inclus dans les ouvrages d'éducation primaire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Tant que les populations qui sont, donc les populations mitoyennes, ne se rendront pas compte de la densité ou de l'ampleur de cette situation sur la santé des personnes, il est clair qu'on ne sera jamais, on va jamais sortir d'affaire. Et donc il y a tout un ensemble de dispositions quand même qu'il faut prendre pour traiter. D'accord. Ok, on aimerait savoir pourquoi et comment protéger la lagune ébriée. Alors pourquoi et comment? Déjà protéger la lagune, le pourquoi c'est parce que c'est quand même c'est un don, c'est une ressource naturelle qu'il faut préserver et elle participe à pas mal d'activités. Comme je vous l'ai déjà dit, vous savez qu'il y a des activités économiques qui sont autour, vous avez des restaurants et tout un ensemble de choses déjà qui sont autour de la lagune, qui font du bien ou qui rapportent de l'argent aux gens qui y vivent. Donc déjà, il faut protéger parce que ça rapporte de l'argent et que c'est une ressource naturelle. Aussi, c'est une ressource qui est bonne et qui est beaucoup de fois utilisée pour la recherche. Dans le cadre de la recherche, elle est riche pour la recherche, pour la recherche universitaire et autres. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnes, il y a des laboratoires spécialisés dans certaines universités et institutions qui font des recherches. Et des étudiants ont besoin des étudiants ou des chercheurs ont besoin donc de matérialiser la dimension théorique apprise dans les amphis à travers donc la recherche sur le terrain. Pour ne pas que demain on taxe quand même les chercheurs, des personnes qui cherchent et qui ne trouvent pas. Justement. Ou des universitaires, des grands chercheurs. Oui, des grands chercheurs. Voilà. Et donc c'est aussi important. Comment il faut le faire? Je pense qu'il y va de l'engagement de chacun. L'État doit véritablement s'engager. Parce que parfois l'individu, sans un moyen de pression, est difficile à canaliser. S'il faut simplement sensibiliser de temps en temps les personnes pour dire ne jetez pas les ordures, ne portez pas atteinte à la lagune ébriée, les gens auront du mal à le faire. Mais si l'État met en place des mesures d'éducation durable et également certaines mesures de coercition pour ceux qui jettent les ordures, et même les structures étatiques ou non étatiques privées donc, qui jettent les ordures, si l'État y mène vraiment s'y met véritablement pour traiter le problème, je pense on va assister quand même à une amélioration. C'est une affaire de longue haleine, mais l'État a une grande responsabilité à jouer donc, dans la préservation. Et quand les gens sont bien conscients qu'il ne faut pas jeter les ordures, mais ils jettent. Mais si l'État vient et met en place, ou bien les structures, collectivités territoriales viennent et mettent en place des mesures coercitives, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Maintenant, il faut commencer déjà à inculquer aux enfants les bonnes pratiques d'eau, d'hygiène et d'assainissement depuis le bas âge à travers les ouvrages pour que, en grandissant, ils soient suffisamment conscients qu'il faut donc préserver cette ressource-là à travers ce qu'ils ont déjà appris au niveau de l'école primaire. Donc c'est en quelque sorte une rééducation dont on a besoin. Absolument, il faut une rééducation, mais il faut une rééducation peut-être au niveau des personnes âgées et autres, mais il faut surtout une éducation pour les enfants. Voilà, parce que c'est la génération future et je pense que si les autorités sont assez préoccupées pour préserver cette génération, il faut bien qu'elles soient aussi préoccupées pour préserver les ressources naturelles que nous avons en éduquant donc ces enfants aux bonnes pratiques. Ok, docteur. Que devons-nous retenir sur ce sujet? Alors, il faut retenir que la lagune ébriée, c'est une grande étendue d'eau qui est polluée et à cause de l'action de l'homme. Et donc, on doit s'y mettre, et chacun doit s'y mettre pour mieux donc, la protéger. Et l'État doit également initier des mesures pour prévenir et pour éduquer et non pas pour traiter directement et uniquement le problème. Et également, il faut de plus en plus intégrer les questions liées à l'éducation de l'eau, l'hygiène et assainissement pour les enfants des écoles primaires, pour que cela soit d'une importance capitale dans la préservation des ressources naturelles pour demain. Ok. Je tiens vraiment à vous remercier, docteur, de nous avoir éclairé sur ce sujet.